Et nous avons avec nous Julien Midali. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Merci pour l'invitation. Donc, directeur de cabinet à la mairie de Blagnac. C'est ça. Petite ville sympathique à côté de Toulouse. Exactement. Toute connue pour ses bateaux. Oui, notamment. Et surtout les grands paquebots. Là. On diversifie notre activité. On fait aussi des bateaux maintenant. Il faut. Hein. Et secrétaire général des radicaux de gauche. Absolument. Ouais, secrétaire général adjoint du Parti radical de gauche 31. Ouais. 31. Exactement. On va parler en premier lieu de la mairie de Blagnac. On va y venir un petit peu. Comment on définirait Blagnac ? Pour beaucoup, c'est la ville où on fait des avions. C'est vrai. Mais ce n'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Blagnac, évidemment, c'est Airbus. Blagnac, évidemment, c'est tous les sous-traitants d'Airbus. Mais c'est pas que ça. C'est une ville méconnue, extrêmement verte. On a la chance à Blagnac d'avoir une ville qui se découpe en 6 quartiers et dans chaque quartier, on a un grand parc. Donc chaque habitant a la possibilité très rapidement en sortant de chez lui ou de chez elle, d'être dans un des grands parcs de Blagnac, avec notamment le parc des Ramiers et cette coulée verte absolument magnifique. C'est une ville historiquement maraîchère, donc on a toujours une plaine maraîchère avec des maraîchers bio. On a d'autres entreprises qui sont là et qui font aussi vivre Blagnac. Alors on a une image que je vous donne rapidement. On dit souvent, nous à la mairie, que Blagnac c'est une île. C'est une île parce que à l'ouest vous avez l'aéroport. Et à l'est, vous avez la Garonne. Et au milieu, vous traversez Blagnac. Ah, c'est pas faux. Comme disait un grand penseur. C'est quoi que t'as pas compris ? C'est le mot avion que j'ai pas compris. Quelque chose de grand qui vole et qui fait pas plaisir à tout le monde. Ah oui, avec des ailes. C'est ça. Comme ça. Ouais. Okay. Un grand oiseau, ouais. Au niveau du coup, vu que c'est une ville très 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 verte, comment est-ce que vous faites pour travailler avec tous les services municipaux ? Alors, on travaille très facilement. La mairie de Blagnac, c'est quasiment tout compris 1200 agents. Pour 27 000 habitants, presque 28. Et j'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est 45 000 emplois. Ouais. Donc, on a un ratio qui est méconnu aussi et qui est assez atypique. Il y a peu de villes qui ont quasiment le double d'emplois par rapport aux habitants. Je le disais, quasiment 1200 agents. On internalise énormément à Blagnac. On a une régie municipale de restauration qui fait les repas pour les cantines, pour les centres de loisirs. On a un service espace vert, puisque vous évoquiez toutes les coulées vertes et tous les parcs de la ville de Blagnac. C'est un gros entretien, effectivement. Mais c'est un choix politique qui est fait depuis très longtemps et qui a été impulsé à l'époque par Bernard Keller et qui aujourd'hui est soutenu et qui est même, je dirais, relancé par le maire Joseph Carle, qui a cette réelle volonté de faire de Blagnac une ville à la fois industrielle, aéronautique et une ville où la transition écologique est une de nos priorités politiques. Donc, la ville de Blagnac, comment on pourrait la définir ? Parce que donc c'est les radicaux de gauche, les radicales de gauche aussi. Parce que c'est vrai que Toulouse, Blagnac, c'est vraiment à côté, ça se touche. Vous arrivez à travailler ensemble, justement, et la métropole, puisqu'il est aussi à la métropole. Ouais. Il est 4e vice-président à la métropole, en charge de la prospective, du développement économique, de la contractualisation. Donc c'est une très 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 grosse délégation. On travaille très bien avec la métropole pour une raison simple, c'est que bien que nous ne soyons pas dans la majorité de Jean-Luc Moudenc, nous avons décidé, comme les socialistes, de signer ce qu'on appelle un pacte de gouvernance. À savoir que on travaille sur des dossiers précis, sur des sujets précis, dans l'intérêt des 37 communes de la métropole. Donc on n'est pas dans une démarche de majorité municipale ou de majorité intercommunale politiquement. En revanche, on est dans la démarche du consensus. Et Karine Traval-Michelet, qui est donc la maire de Colomiers et vice-présidente de Toulouse Métropole au Parti Socialiste, elle. Et donc ce pacte de gouvernance a été décidé lors des dernières élections en 2020, ce qui permet en fait de travailler extrêmement bien en complémentarité, puisque les problématiques de Toulouse sont pas les problématiques de Blagnac, qui sont pas les problématiques de Balma, de Colomiers, de Mondonville, de Seille, puisque 37 communes, c'est autant de problématiques et de manières de fonctionner qui sont différentes, autant de couleurs politiques aussi différentes. Et nous, on a une force à Blagnac, c'est que Joseph Carle étant
vice-président, et vous l'avez rappelé, au Parti radical de gauche. Il est dans un groupe qui s'appelle le groupe des indépendants. Et l'avantage d'un groupe comme un groupe indépendant, c'est que les cartes politiques, elles importent peu, elles importent même pas du tout, puisqu'on a un panel assez large d'encartés dans ce groupe-là. Et ça permet de travailler avec tout le monde en transversalité, donc il y a vraiment aucune difficulté aujourd'hui dans le fonctionnement entre la ville et la métropole. Et du coup, il y a une expérience parlementaire. Ça influe beaucoup. Une expérience parlementaire. Alors Joseph Carle n'a jamais été, lui, parlementaire. Par contre, on a des élus sur le territoire qui, eux, sont députés ou ont été députés. On a Arnaud Simion qui a été élu député lors des dernières législatives. Il était effectivement premier adjoint à la maire de Colomiers. Donc ça crée des ponts qui sont des ponts facilitants. Dans la 10e circonscription, on a Jacques Auberti qui est le nouveau député qui a succédé à Dominique Faure et à Laurent Esconnet. Le Jacques Auberti, on a des relations très poussées avec lui. Joseph Carle et Jacques se connaissent depuis extrêmement longtemps. Ça permet effectivement, bien que ce soit pas sur Toulouse Métropole, ça permet de travailler pour le territoire au sens large. Ça influe dans le bon sens, j'imagine. Ça apporte une expérience et une connaissance supplémentaire. Oui, ça des connaissances, des modes d'action différents, puisque la méthode parlementaire est pas du tout la même que la méthode locale. Donc ça permet encore une fois des complémentarités. Ça permet aussi, et ça c'est extrêmement important, ça permet aussi de pousser des projets qui auraient pu rester au niveau local ou métropolitain, de pousser des projets au niveau national. Et ça nous donne une ouverture qui, pour le territoire, peut être extrêmement bénéfique. Un parcours peut-être un petit peu plus personnel. On va aller dans le personnel, parce que jeune politique, on avait reçu la fois dernière Alexis Chanu, qui est jeune aussi chez les Républicains, et Julien, pareil. Jeune politique, il n'y a pas de cheveux blancs. Ils sont bien cachés. Ils sont bien cachés. Hein, voilà. C'est vraiment pour deux vieux imbéciles. Et de moins en moins jeunes. Oui, voilà, c'est vrai. Du coup, je veux dire, par rapport à beaucoup d'autres politiques, quand on s'imagine les politiques, souvent, c'est l'âge, l'expérience, la quarantaine, longue expérience, le temps d'avoir peut-être fait des détournements ou pas. J'ai pas encore eu le temps. Voilà. Qu'est-ce qui a donné envie de lancer dans la politique et chez les radicaux de gauche? Comment on tombe dans la marmite? Est-ce que ça a été les radicaux de gauche de suite d'ailleurs? Non. Alors d'abord, je voudrais juste rebondir sur un truc, mais jeune ne veut pas dire sans expérience. Alors c'est gentil de me cataloguer encore chez les jeunes, mais 32 ans quoi. Donc 32 ans, c'est extrêmement jeune en politique. Et en journalisme. Et en journalisme, voilà, 33, aussi. 33. C'est extrêmement jeune en politique, et pour autant, moi, je m'y suis intéressé en 2007. Donc, en fait, bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans, et mon premier engagement, ma première carte, elle date de mes 16 ans. Donc ça fait, finalement, j'ai la moitié de ma vie qui est une vie militante et politique. Donc, jeune, mais pas jeune en politique. Jeune dans la manière de faire, sans doute. Et jeune par rapport aux autres, c'est ce que vous disiez, je rejoins complètement. À 16 ans, prendre la carte, en général, encore plus aujourd'hui, à 16 ans, on va dire qu'ils ne sont pas plus intéressés que ça. Moi, c'était les cartes Pokémon à 16 ans. On peut faire les deux. J'étais déjà sur les cartes de poker, moi. Donc, qu'est-ce qui pousse à 16 ans à vouloir prendre la carte, à s'intéresser à ce point-là? Qu'est-ce qui a amené ça? La première histoire, c'est l'histoire de 2007. Des élections présidentielles et d'un homme, moi, de 14 ans, qui vit dans la périphérie de Perpignan et qui s'ennuie profondément. Et qui, à mon époque, il n'y avait pas encore Facebook à ce moment-là, TikTok, enfin en tout cas pas à ce niveau-là. Ouais. Quand on s'ennuyait, on allumait la télé et par un hasard pur, je suis tombé sur Nicolas Sarkozy, qui parlait pendant la campagne des présidentielles et qui parlait, je crois que c'était son meeting de Versailles ou de Villepinte. Et je me suis pris à écouter ce qu'il disait. J'ai compris assez vite que les thèmes abordés pouvaient m'intéresser, mais que les solutions qu'il amenait me plaisaient moyennement. En revanche, je suis rentrer là-dedans par la parole. Et je trouvais exceptionnel de faire lever 25 000 personnes en parlant de République, en parlant d'engagement, en parlant de France, en parlant de projet. Je trouvais ça vraiment incroyable. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé à la campagne présidentielle et j'ai fait tous les meetings à la télé. C'est là où mon positionnement politique a commencé un peu à s'affiner. Je trouvais que des positions de Dominique Voynet chez les écolos étaient intéressantes. Je trouvais qu'Arlette Laguillier, elle avait un truc puissant. Exactement. Alors c'est ça. Mais il y avait un truc parce que c'était une marque de fabrique. Et je trouvais que Ségolène Royal développait des choses intéressantes. Et donc là, moi, en fait, mon positionnement politique, il s'est créé comme ça.
Et ce que tout le monde croyait être une passe chez moi est resté et s'est amplifié avec le temps. Finalement, c'est bien plus ancré qu'il ne l'imaginait. C'est infiniment plus ancré et c'est aujourd'hui mais vraiment particulièrement constitutif de ce que je suis. Si je fais pas ça, je fais pas autre chose. Je sais pas faire autre chose et je veux pas faire autre chose. Donc c'est devenu une passion qui s'est transformée par un engagement politique en carte, donc au Parti Socialiste à l'époque, au mouvement des jeunes socialistes, parce que ça existait encore, ça s'appelait pas encore les jeunes socialistes, mais ça s'appelait le MJS, au Parti Socialiste ensuite, jusqu'en 2016, où moi j'ai quitté le Parti Socialiste en même temps que Christiane Taubira sur les questions de déchéance de nationalité, puisque j'étais fermement, et je le reste, opposé à cette solution-là. Et puis ensuite, période sans carte, mais en développant moi, mes idées, mon engagement, ma philosophie politique, en lisant beaucoup, en rencontrant beaucoup de gens. Et ensuite, en 2022, les élections législatives où moi-même je suis candidat, poussé par un certain nombre d'amis et surtout poussé par la volonté de ne pas laisser le terrain d'un côté à la NUPES et de l'autre côté à l'extrême droite. Et c'est là qu'en fait j'ai pris ma carte au Parti radical de gauche, puisque je me suis rendu compte en prenant cette carte que j'avais jamais été socialiste, mais que j'ai toujours été radical socialiste, ce qui est une nuance qui existe au PRG et au Parti radical plus largement. Et en fait, c'est tout ce parcours qui m'a amené aujourd'hui à dire avec force ce que je pense, à rester libre de ce que je suis aussi, puisque moi j'ai un métier en dehors de la politique. Aujourd'hui, je suis directeur de cabinet de la ville de Blagnac, mais je suis un fonctionnaire territorial en détachement sur ces missions-là. Donc je vis pas de la politique, donc la politique me tient pas, j'ai une liberté d'action et de parole qui est totale, dans un cadre qui est celle du parti, mais je sais développer et dire des choses en dehors des lignes qui sont préétablies ou du prêt-à-penser que parfois on peut nous vendre. Qu'est-ce que pensez de quand on dit il n'a pas eu de métier, il est politique? Est-ce qu'on peut dire que c'est un métier quelque part, un métier passion, mais que c'est quand même une vocation, parce qu'il y a des métiers vocations, je pense à la policier, aux ambulanciers, aux pompiers, aux médecins, professeurs. Il y a une vocation derrière tout ça. Moi, j'en ai marre d'entendre. Il y en a qui tombent dedans et voilà, les gens dire c'est un politique, il n'a pas travaillé. Je suis désolé, c'est un travail. Je pense, et peu importe le parti. Et pour le coup, même si on n'a pas fait de métier avant la politique, on apprend sur le terrain, comme beaucoup de gens. Il y a plein de gens qui ont fait des métiers avant la politique, et pourtant ils sont pas brillants en politique. Pas pour autant. Non, c'est pas Regarde les banquiers. c'est pas une science exacte, et en même temps, je crois que c'est important de se confronter. En fait, quand on dit il a pas bossé, il a jamais bossé, il a fait que de la politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire il est hors sol et il connaît pas nos préoccupations. Moi, je distinguerais deux trucs. Qu'est-ce que ça veut dire être politique? Si c'est il a jamais bossé, il a toujours eu des mandats, là, je suis d'accord avec ceux qui disent que la politique n'est pas un métier. Une fonction, un mandat électif, c'est pas un métier. Et je crois qu'il est important d'avoir un métier pour ensuite se lancer en politique et avoir des mandats éventuels, etc. Quelqu'un qui débarque en politique tout de suite pour avoir des mandats et qui fait sa carrière uniquement avec des mandats, j'ai tendance à croire qu'il ne sait pas très exactement ce que c'est que la vraie vie, pour parler clair. Il peut avoir des parents, de la famille. Bien sûr, mais on peut avoir des parents et de la famille. Moi, je viens d'une famille modeste. Ma mère est secrétaire comptable et mon père vend des motos. Je sais ce que c'est que de vivre avec des parents divorcés dans 25 mètres carrés qui moisissent. Parce que je l'ai vécu dans ma chair. C'est autre chose que de le connaître théoriquement. C'est autre chose que de savoir que le cousin de la belle-sœur de la voisine, un jour, a eu un problème parce qu'elle s'est fait, braquer, ou elle s'est fait kidnapper, ou elle s'est... Pour connaître et savoir ce que les autres sentent, il n'y a pas mieux que d'être directement concerné. Il me semble. C'est sûr. Il me semble. C'est sûr. Après, il ne faut pas tomber dans la démagogie de dire, comme c'est un politique, en fait, il n'a jamais bossé. Donc moi, je l'entends des fois, donc il ne connaît rien. Ouais. Nous, à gauche, il y a une phrase qu'on m'a dite, moi, il y a très longtemps. C'est pour être de gauche, on ne te demande pas d'être pauvre, on te demande de les défendre. Moi, j'ai pas de souci avec des gens de gauche, tant qu'ils nous donnent pas de leçons de morale. J'ai pas de souci avec des gens de gauche qui roulent en Porsche. J'ai pas de problème avec ça. S'ils ont connu les difficultés, s'ils ont mérité. Et c'est aussi la différence avec le Parti radical de gauche. Non, mais bien sûr. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que faut pas tomber dans l'extrême inverse de se dire tous les politiques, parce qu'ils font de la politique, ont jamais bossé. Moi, aujourd'hui, mon métier, c'est un métier passion de directeur de cabinet.
J'adore ce que je fais et je suis très heureux de le faire aux côtés de Joseph Carle. Et pour la ville de Blagnac, je suis extrêmement fier de ce qu'on accomplit. Pour autant, si demain, de ma volonté, de la volonté de monsieur le maire ou de la volonté de qui que ce soit, je ne suis plus directeur de cabinet, j'ai un métier. J'ai un métier qui me raccroche à la vraie vie. Il y a la roue de secours derrière, quoi. Oui, et au-delà de ça, il y a bien sûr, il y a une roue de secours derrière, mais au-delà de ça, il y a cette liberté que ça confère. Parce que je sais que, contrairement à certains collègues ou à certains amis que j'ai pu avoir ou que j'ai, moi, j'ai pas peur de la prochaine élection municipale. Parce que c'est vrai que Blagnac, c'est très indus. Ouais. On a tendance à entendre partout, et beaucoup de gens disent aussi que les ouvriers, l'industrie, virent de plus en plus à droite et non pas à gauche. Au niveau de la mairie de Blagnac, comment ça se perçoit, se ressent tout ça? Ça se perçoit, alors ça se ressent bien sûr. On est une ville industrielle plus qu'ouvrière. Donc ce que vous dites est vrai. En revanche, nous on a une ville qui est une ville de CSP+. Les Herbusiens, c'est pas l'ouvrier. Le pro-mètre carré à Blagnac. Oui. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Ah oui. Même s'il faut des gars pour faire les soudures. Bien sûr. Mais même les gars qui font les soudures chez Airbus, c'est pas le même qui fait les soudures dans un petit atelier. Exactement. Je peux te dire, quand il y avait une maison à Blagnac à prendre, j'étais content. C'est ça. Ouais, ça fait d'ailleurs, mais c'est vrai, vous avez raison, parce qu'on a un vrai problème de tension immobilière avec le prix de l'immobilier qui est. C'est exagéré. On paye notre attractivité, quoi. Mais oui, on le ressent, on le voit. Mais ça n'a pas d'impact à Blagnac sur la politique blagnacaise pour une raison simple, c'est que la ville de Blagnac, c'est pas une ville de gauche. La municipalité, c'est pas une municipalité de gauche. La majorité est pas une majorité de gauche, c'est une majorité plurielle. Nous, on a une majorité à Blagnac qui va des écologistes aux anciens républicains. Joseph Carle, quand il est allé chercher les candidats en 2020, ce qui allait devenir les candidats, il leur a pas dit combien aux républicains, combien au Parti socialiste, combien chez les écolos. Il n'y avait pas de quota. 0. Il leur a dit, toi tu m'intéresses, je sais ce que tu as fait, je sais où tu as bossé, je sais quel est ton avis, tu as une carte, je veux pas le savoir. Et c'est exactement ce qu'on va construire pour 2026. C'est la même chose, c'est de se dire, les individualités qu'on veut dans l'équipe, ce sont des individualités d'abord qui sont capables de faire collectif, ça c'est la première des choses, et qui ensuite viennent parce qu'elles sont ce qu'elles sont, et pas parce qu'elles appartiennent au Parti socialiste, au Parti communiste, à la Place Publique, ou au Républicain. Ça fait pas fonctionner spécialement les copains. Pas du tout. Et l'histoire de Blagnac, c'est cette histoire-là. C'est-à-dire que ça n'a jamais été une majorité hégémonique à Blagnac. Depuis Puig jusqu'à Bernard Keller et Joseph Carle, ça a toujours été une majorité, bien sûr, tenue par le Parti radical de gauche, puisque c'est la réalité depuis 1945. Mais la majorité municipale, elle est transpartisane. Donc du coup, c'est surtout les personnalités et les parcours qui intéressent, quoi. Exactement. Exactement. Parti, quoi. Avec deux invariables que nous, on s'autorise à assumer et qu'on pose très clairement, ni LFI, ni Rassemblement National. Ouais. Là, pour le coup, si on se rend compte que des candidats nous approchent ou des candidats putatifs nous approchent et qui font valoir une carte qui serait celle du Rassemblement National ou celle de la France Insoumise, là, pourtant, effectivement, ce sera non. Ils sont appréciés tant l'un que l'autre par le peuple. Est-ce que c'est pas mettre de côté et peut-être énerver le peuple, surtout dans les actualités qu'on connaît en ce moment? Est-ce que c'est pas les agacer et dire dommage parce qu'ils nous représentent et derrière on les reçoit pas, tant le RN que la LFI. J'aime me tromper de côté. Je sais plus. Tu mets le RN à je sais plus où les mettre. Tu sais, ça se touche. Tu sais, la Terre, elle est ronde. Il paraît que la Terre est ronde. Et en tout cas, moi, j'y crois. Je sais que ça fait pas l'unanimité, mais. Non, mais même si elle est plate, elle est ronde. Dans tous les cas. Dans tous les cas, elle est ronde. Elle est peut-être pas sphérique, mais elle est ronde, c'est ça. Mais elle tourne pas rond, c'est autre chose. Non, ça, non. Ouais, on essaye de faire qu'elle tourne un peu plus rond, mais c'est pas tous les jours évident. Oui, on pourrait se poser la question du. Je reprends le terme, énerver le peuple ou les électeurs, sauf que c'est pas notre sujet. Nous, on travaille pour les Blagnacaises et les Blagnacais. Ceux qui se retrouvent pas dans les valeurs qu'on porte et ceux qui se retrouvent pas dans la liste qu'on monte, ils iront voter ailleurs. C'est pas très grave, c'est le jeu de la démocratie. Je rappelle qu'en 2020, c'est exactement sur ce créneau-là que Joseph Carle a été élu au premier tour avec quasiment 51% des voix. Oui, pour une ville de 27 000 habitants, bien sûr. On l'assume et on le revendique. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. En tout cas, moi, je crois que ça fonctionne et la majorité des gens qu'on croise nous dit que ça fonctionne. On n'est pas là pour faire plaisir au peuple. Hein. On est là pour l'écouter. On est là pour le protéger. On est là pour le servir. Le servir et non pas se servir. Ouais. On est là pour régler les problèmes.
mais on n'est pas nécessairement là pour être toujours en accord avec le peuple. C'est intéressant ce qu'il dit, parce que quand on voit Emmanuel Macron, c'est pas pour lui taper dessus, mais c'est un peu vrai, il a voulu plaire un petit peu à tout le monde. Ouais. Et finalement, il ne peut voilà. plaire à personne, parce qu'on ne peut jamais plaire à tout le monde. Donc, à un moment donné, c'est là aussi la rupture. Parce qu'à force de dire oui et non à tous, il se retrouve un petit peu... Moi, je crois que c'est jamais bon de dire on est d'accord avec tout le monde, et les triples, doubles, quadruples discours qui consistent à dire quand on voit Madame Michu, vous avez raison, hein, là ça va pas. Derrière. À l'inverse, dire mais vous avez raison, elle a tort Madame Michu. Et dire en troisième. Les gens veulent que... C'est le en même temps. C'est le en même temps. Mais le en même temps, il amène à... Il a des limites. Oui. Et puis il amène à l'absence de prise de décision. Ça donne l'impression de quelqu'un d'indécis au final et qui sait pas. Alors, soit quelqu'un d'indécis qui ne sait pas comment faire, ou quelqu'un qui va embrouiller les deux parties. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et dans tous les cas, que ce soit l'une interprétation ou l'autre, je pense qu'à la fin, ça plaît pas au peuple. Et on voit aujourd'hui le ni de gauche ni de droite, ou le et de gauche et de droite, ou le rien. Ça donne aujourd'hui un Rassemblement national aux portes du pouvoir. Le bipartisme gauche-droite, il avait ses défauts, il avait un avantage, c'est qu'on allait clairement sur des choix. On savait pour qui on votait et on savait sur quoi on allait. Là, depuis 10 ans, un peu au gré du vent, quoi. C'est pas extrêmement clair, c'est ça, c'est au gré du vent et de l'opinion. Ouais. Et nous, à Blagnac, ça, c'est clairement non. Et on ne travaille pas pour ça. Matins, quoi. Et l'opinion qui change tous les 4 matins. Donc, comment voulez-vous construire un projet clair et lisible pour les habitants si le contexte autour est pas clair? Et on est déjà dans un contexte compliqué, international, national. Si en plus on a localement des girouettes, moi je crois qu'il faut de la stabilité, qu'il faut de la clarté d'action, quoi. Mais après c'est vrai que les opinions changent tous les 4 matins en fonction aussi de l'actualité, de ce qui se passe, des faits divers, de pas mal de choses. Les réseaux sociaux, évidemment, qui jouent énormément là-dessus. Infiniment. Ça joue sur le moral, le mental, la perception des choses venant des gens. Et justement, là, je me posais une question depuis tout à l'heure. La LFI donc est considérée extrême gauche, la NUPES. Alors officiellement non, les juges ont dit que non, ils n'étaient pas d'extrême gauche. Bon, les juges. Là, c'est le parti radical de gauche. Alors dans la tête de pas mal de gens, je sais que ça peut faire switcher de dire mais radical, c'est vraiment radical. Non mais radical, extrême, radical. Mais c'est la même chose. Ouais. En fait non. En fait non. Et je crois que Pierre-Nicolas Bapt, que vous avez reçu il y a quelques semaines, l'a très bien expliqué, mais alors je le ferai beaucoup moins bien que lui, mais je vais refaire un petit historique rapide. On le salue. Magnifique. Salut mon pote. Non, mais ceci dit, Pierre-Nicolas, qui a quand même tenu le parti radical de gauche pendant 10 ans en Haute-Garonne, qui aujourd'hui est vice-président et référent pour les élections municipales à Toulouse, comme Joseph Carle est référent métropolitain. Il nous a mené sur une ligne. Si aujourd'hui le parti radical de gauche 31 est autant consulté et reconnu, c'est parce qu'il y a eu 10 ans de travail de Pierre-Nicolas avant, et ça, je pense qu'il faut vraiment le souligner. C'est un ami, Pierre-Nicolas. En plus. Chroniqueur, non, faut se le dire, alors plus trop, parce que, on a changé un petit peu l'émission, et lui-même est un petit peu occupé. Oui. Je salue les frères Bapt. Oui, les frères Philippe aussi, effectivement, qui est un compagnon de route. Tout à fait. Et du coup, non, radical, pas pour la radicalité, mais pour le radicalisme. Radical, chez nous, c'est pour ça qu'on a rajouté au dernier congrès parti radical de gauche / le centre-gauche. C'est pour expliquer qu'aujourd'hui on est au centre-gauche. Alors moi, je me définis comme un homme de gauche, pas comme un homme de centre-gauche. Mais c'est important que les gens comprennent, et les électeurs aussi, que non, le parti radical de gauche n'est pas radical au sens de la radicalité, mais au sens du radicalisme. En fait, le mot radical, dans notre cas, ça vient de racine. Et pour nous, la racine principale, c'est la République. Si aujourd'hui on évolue dans cette République-là et dans cette société-là, c'est parce que les radicaux, non pas de gauche à l'époque, puisque c'était le parti radical, ont façonné les institutions telles qu'on les connaît aujourd'hui. La République, elle n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Gaston Monnerville, le président du Sénat, qui a combattu De Gaulle, s'il n'y avait pas eu Clémenceau, s'il n'y avait pas eu Mendes France, s'il n'y avait pas eu Gambetta, s'il n'y avait pas eu tous ces gens-là, Léon Bourgeois, qui est... l'écrivain de la pensée solidariste, puisque c'est le solidarisme, c'est aussi ce qui nous caractérise. Donc non, mais vous avez raison, parce que cette question, on l'a souvent. En fait, vous êtes comme les autres, vous êtes d'extrême gauche. Alors, d'abord, la LFI, effectivement, n'est pas d'extrême gauche au regard du Conseil d'État. On n'a pas le droit de dire qu'ils sont d'extrême gauche, on peut dire qu'ils sont de gauche extrême, pas d'extrême gauche. Contrairement au Rassemblement national, qui, eux, sont d'extrême droite et reconnus comme étant d'extrême droite. Ça, on a le droit de le dire, puisque le Conseil d'État a statué. La France insoumise n'est même pas de gauche. Enfin, si un petit différent avec eux, c'est que je les connais.
très bien, et eux et leurs amis. Et c'est vrai que, pour moi, ils sont même pas de gauche. Voilà. Mais c'est un débat qu'on peut J'ai avoir. même pas envie de les mettre là parce que ça sert à rien. Ils piratent des chaînes télé parce qu'ils ont pas envie de payer Netflix. Voilà. Ils préfèrent l'IPTV à Netflix. On paye pas. Mais alors, moi, c'est un débat que j'ai eu il y a pas longtemps. De la même manière que j'aime pas essentialiser ni les gens ni les institutions, je ne dirais pas LFI n'est pas de gauche. Je ne dirais pas. Non, mais ça vous engage. Cela vous engage. Mais en revanche, on peut tomber d'accord sur le fait que la majorité des gens chez LFI, pour moi, ne sont pas des gens de gauche. En tout cas, ne sont pas la gauche que moi je défends. C'est pour ça que j'ai été candidat au nom du PRG en 2022, contre notamment l'accord de la NUPES. En 2024, on n'a pas voulu rajouter du désordre au désordre, donc on a pris nos responsabilités, on n'y est pas allé. Moi, j'étais dans une circonscription à l'époque où le RN était donné gagnant très largement, et où en fait le candidat sortant, LFI, a été reconduit pas largement du tout. Donc il était hors de question pour moi d'aller donner les 2% ou les 2,5% ou les 3% comme j'ai fait en 2022 au RN. J'aurais porté la responsabilité de la défaite de la gauche, en tout cas du camp de la République à ce moment-là. C'était pas possible, moi c'était pas envisageable. Donc on explique aux gens que non, on n'est pas des radicaux. On a une phrase au Parti radical de gauche qui dit qu'on est radicalement modéré. Ah, c'est joli. Mais au niveau de ce qui s'est passé l'an dernier aux législatives, le Parti radical, le jeu qu'il y a eu là, des petites entre-partis, comment vous l'avez traversé Mais ils l'ont pas fait. En fait, on l'a traversé très simplement. On nous a dit voilà, il y a un accord, ça s'appelle le Nouveau Front Populaire. Dans cet accord, il y a LFI, vous y venez. Non. D'accord, tout simplement. Ah oui, pour tout ça, simplement. Pierre-Nicolas était très clair avec ça. C'est vrai qu'ils n'y sont pas allés. On n'y est pas allés. Carole Delga, pour faire rapide, qui risque de pas rester chez les socialistes si Olivier Faure est nommé. J'ai vu ça. Alors s'il est élu, parce que j'espère encore qu'au Parti socialiste, c'est des élections du premier secrétaire. J'espère pour mes copains socialistes, qui sont toujours mes copains, mes grands copains pour certains. Oui, j'ai lu ça. Je sais pas si c'est une lame de fond qui existe. Moi, pour discuter avec beaucoup de socialistes non foristes, donc qui suivent pas la ligne d'Olivier Faure, ils sont aujourd'hui sur cette ligne-là, de dire si Olivier Faure est reconduit, et au-delà d'Olivier Faure, si la ligne politique que porte Olivier Faure est reconduite, d'aller vers la France insoumise, d'aller vers la France insoumise très clairement. Si cette ligne est reconduite, t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Alors on quittera le Parti socialiste. Et moi, je leur dis toujours la même chose. Si vous quittez le Parti socialiste, on sera ravis de vous accueillir parce que il y a une feuille extrêmement mince entre les pro-Carole Delga, Mickaël Delafosse, Karim Bouamrane, Nicolas Maillard-Rossignol, Hélène Geoffroy, je peux vous en citer, et le Parti radical de gauche. On a l'habitude de dire qu'on est cousins. Et Joseph Karl, il rajoute souvent que dans une famille, on s'entend parfois mieux avec nos cousins qu'avec nos frères. Et c'est vrai qu'on s'entend parfois beaucoup mieux avec ces socialistes-là qu'avec des membres de partis qui devraient être plus proches de nous. On a les souvenirs de la gauche sous Mitterrand. On a l'impression qu'elle a vraiment et radicalement changé pour le coup. La gauche, c'est plus du tout la même. On dirait qu'il y a des socialistes. Non, mais on dirait. Enfin, c'est l'impression que ça donne à beaucoup de gens. C'est que en 40 ans, on a l'impression de plus la reconnaître. Alors, j'étais pas là il y a 40 ans, mais de ce que moi j'ai pu en voir, en étudier ou de ce qu'on a pu m'en dire. Oui, je suis vieux. Mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on m'a invité pour baisser la moyenne d'âge. Ouais. Je sais pas si la gauche a changé. Je pense que la gauche s'est coupée d'une partie de son électorat. Notamment en 2011, quand le Parti socialiste a investi François Hollande. Et qu'il y a eu une gentille note de Terra Nova à l'époque, c'est ça. Une gentille note de Terra Nova à l'époque qui expliquait que, après tout, en fait, les couches populaires, c'était plus la peine de les écouter. Les fameux Sandrans. Les fameux Sandrans. Alors, moi, je suis pas certain qu'il l'ait dit, mais en tout cas, les propos qu'on lui rapporte. Qu'il ait pu le dire. On n'a pas la preuve qu'il est donc innocent jusqu'à preuve du contraire. Oui. Il y a eu cette rupture de la gauche avec les classes ouvrières et on s'est dit non, en fait les CSP+, sont ceux qui vont aller voter le plus, donc il faut qu'on récupère ces gens-là. Et aujourd'hui la gauche s'est coupée de son électorat, et la gauche dans sa globalité, Parti radical de gauche compris. Je sais pas si la gauche a changé, les paradigmes ont changé, la société a changé, et je crois que la gauche a pas su prendre la mesure du changement de la société, et elle s'est pas adaptée à cette société-là, donc in fine peut-être qu'effectivement elle a changé.
deux petites dernières questions, parce qu'on dépasse le timing largement, mais j'ai deux petites questions. Je vois un badge, celui de l'Ukraine. Ouais. C'est qu'on a tous été très, très choqués, justement, par rapport à ce qui s'est passé, l'invasion russe, puisqu'il faut le rappeler aujourd'hui, je crois que c'est important. L'invasion russe de Vladimir Poutine, qui a décidé, sortie de Covid, parce que il était très seul pendant le Covid, et quand on est seul, on cogite. Il avait besoin de prendre l'air. Et voilà, il est sorti. En face, vous voyez Biden, tout ça. C'était compliqué. Il a envahi l'Ukraine. Je salue d'ailleurs deux associations que je connais, Ukraine Libre et Ukraine en Occitanie. Voilà, que je salue. Et vous y croyez là un petit peu plus ou pas à une paix possible? Dans les dernières, on enregistre. Bon, ça va pas sortir au moment, donc il peut se passer tellement de choses. Hein. Donald Trump qui en veut aujourd'hui à Vladimir Poutine, où c'est un jeu. Enfin, et il y a Manu au milieu qui lui veut déclarer la guerre. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Ça, et Napoléon. C'est tellement facile après pour rester au pouvoir. Ouais, c'est ça. Oui, on aime bien les chefs de guerre. D'abord, c'est important d'avoir rappelé que l'agresseur, c'est la Russie. Ouais, bien sûr. Je viens de rappeler. C'est terrible d'avoir à le rappeler. Oui. Et pour autant, il faut le rappeler. Mais il faut le faire. Moi, le badge de l'Ukraine, je l'ai depuis l'invasion russe. Donc, c'est pas. Un petit tableau à la maison. Exactement. Exactement. C'est important de rappeler qu'il y a un agresseur, il y a un agressé. C'est pas à géométrie variable. C'est pas un jour l'Ukraine est détenue par des nazis qui sont furieux et l'autre jour non, mais en fait la Russie est quand même pas hyper sympa. La Russie a agressé l'Ukraine. Point. Dire, au regard du droit international, c'est aussi simple que ça. Sur le contexte international et sur Trump, je me garderai bien d'avoir tout optimisme sur Donald Trump, en sachant que on parlait tout à l'heure de la politique au doigt mouillé. Peut-être qu'à l'heure où on discute là, il est en train d'annoncer quelque chose de totalement différent et un accord inédit avec la Russie. Ou peut-être que nous ne sommes plus là. Peut-être que d'ailleurs, je suis ravi d'avoir terminé. On va sortir du studio, c'est Walking Dead. C'est ça. Je suis ravi d'avoir terminé avec vous dans ces cas-là. Mais donc moi, je suis un éternel optimiste. Donc je crois que la diplomatie a son importance. Je pense que c'est la voie à privilégier. Et je pense véritablement qu'on peut arriver à une paix durable quand on sort de l'étau d'un côté américain et de l'autre côté russe. J'y crois beaucoup. Ce conflit, je crois qu'il aura eu un mérite, c'est de faire prendre conscience à l'Europe qu'elle n'est pas ce qu'elle devrait être. C'est-à-dire une puissance mondiale qui devrait s'imposer, y compris sur les questions de défense. Et qui, du coup, n'a pas les épaules. Et qui doit se muscler, qui doit se muscler. Il va falloir muscler son jeu. Et dernière question. Bon, d'habitude, on dit Toulouse. Quel est votre Toulouse? Là, quel est votre Blagnac? Eh oui. Non, Blagnaquez-vous aujourd'hui, exactement. Blagnaquez-vous. C'est un bon concept, ça. Voilà. On va l'Europe. Blagnac et moi. Blagnac, c'est pour moi une ville accueillante, inclusive. Alors, c'est un peu techno-inclusive, mais qui laisse sa chance et sa place à tout le monde. C'est un territoire méconnu de la métropole toulousaine, ce qu'on disait tout à l'heure, qui mérite d'être connu. Donc je vous invite toutes et tous à venir à Blagnac, vous serez les bienvenus. C'est une ville de transition écologique qui est prise aujourd'hui en exemple. On l'a pas dit, mais on le redira sans doute un autre jour. Pour des questions de transition écologique, on est pris en exemple national. Et pour moi, c'est une ville qui allie identité, parce que c'est pas un gros mot, l'identité, modernité. Ce n'est pas un gros mot non plus. C'est pas un gros mot non plus. Et qui assez habilement réussit à garder un vieux centre ancien, plaisant, agréable de village des 5000 habitants il y a longtemps. Avec une belle fête des Lumières. Avec une magnifique fête des rues, avec un magnifique carnaval, et qui allie cette modernité de toutes les nouvelles technologies, Airbus et d'autres. Donc c'est une ville hybride et on s'y emploie. Merci Julien Midali d'avoir été avec nous. Merci à vous. Dans Toulouse et vous. Et on passe à la suite, juste après ce jingle.